Dans cette vidéo, on va parler des cols, les différents types de cols qui existent, quels sont leurs avantages, inconvénients. Les cols. Alors tu vois, j'ai même pris mon petit papier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les cols. L'école, le premier item, les cols naturels. Il existe des cols dits fortes, les cols d'os et de nerfs. Vous doutez bien, il y a des cols qui sont faits à partir d'os, d'autres à partir de nerfs. Il existe même des cols de poisson qui sont faits à partir d'arêtes de poisson. Alors les cols de poisson, j'en ai entendu parler une fois, j'en ai jamais vu utiliser. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je pense que c'est un petit peu démodé. L'avantage de ces cols-là naturels, c'est qu'elles ont une très bonne résistance mécanique en intérieur. En extérieur ou au contact de l'humidité, ces cols se désagrègent et du coup lâchent dans le temps. Du coup, surtout pas les utiliser avec. Et pour les coller, il faut une certaine chaleur pour que le collage puisse prendre. Ce n'est pas une colle qu'on va pouvoir coller dans un atelier non chauffé. D'accord ? Ensuite, il existe les cols, toujours dans les cols naturels, les cols caséines. Les cols caséines, elles étaient très utilisées jusqu'en 1939. Aujourd'hui, elles sont encore utilisées pour tout ce qui est lamellé-collé intérieur, tout ce qui est bouchonnage de pain maritime. Elles ont l'avantage d'être employées, elles peuvent être employées à froid du fait de leur pH basique. Elles ont une très bonne accroche sur les bois type résineux ou gras, toujours grâce au pH qu'elles ont. L'inconvénient, c'est que lorsqu'on veut les utiliser, notamment pour le collage de chêne ou de bois dit tannique, elles font des vilaines traces. Toujours à cause du pH basique. Tac. Maintenant qu'on a parlé des cols naturels, on va parler des cols chimiques. Les cols chimiques. D'abord, on a les thermodurcissables. Et attendez, c'est pas fini, hein, c'est que le début. Donc, dans les thermodurcissables, on a les cols urée-formol. Deux catégories dedans, les joints fins et les joints épais. Pourquoi est-ce qu'il y a les deux ? Celle pour le joint fin, il faut que le joint fasse au maximum 0,25 mm. Et pour le joint épais, c'est entre 0,25 mm et 1,3 mm d'épais. Qu'est-ce qui se passe si ces cols, vous appliquez trop de colle sur une colle dite fine ? Et bien en fait, ça risque de craquer et l'assemblage risque de lâcher, tout simplement. C'est pour ça que bien utiliser ce qu'il faut, et il faut que les assemblages jointent au mieux. Ensuite, les cols urée-formol sont utilisés dans les menuiseries. C'est une prise rapide et il y a une plage élevée de température. C'est-à-dire que selon la colle, ça peut aller avec très peu de température à de grandes températures. La colle ressorcine ou ressorcine formol, elle est assez coûteuse comme colle et elle est utilisée notamment dans tout ce qui est les charpentes, les lamellés collés ou les collages extérieurs à froid. Ouais, je sais. Et il y a les cols polyuréthane, toujours dans ces cols chimiques. On a la colle contact prête à l'emploi, exemple pour le PVC. Vous savez, cette colle qu'on met autour des tuyaux, on colle, pan, on attend quelques secondes, c'est sec. On a les monocomposantes avec réaction de l'humidité à l'air, comme son nom l'indique, ou les colles à deux composants, où on va appliquer une première colle et une autre sur l'autre, au moment du contact, ça colle. Rien à voir avec la colle néoprène qu'on connaît. On en parle juste après de la colle néoprène. Ensuite, toujours dans les colles chimiques, on a vu les colles thermodurcissables, il y a les colles thermoplastiques. Dans les colles thermoplastiques, on a les colles vinyliques, celle qu'on appelle typiquement la colle blanche, hein, qu'on a tous dans nos ateliers de menuiserie. Il y a des prêtes à l'emploi et des avec durcisseur. La prête à l'emploi, elle a de faibles performances face à l'humidité et à la charge. Quand je dis la charge, je ne parle pas d'un petit assemblage de bois qu'on essaie de faire coller et voilà. Je parle on veut coller des gros pieds de table
où on a une grosse résistance mécanique qui va tenir, ou quelque chose d'extérieur. On parle de charge permanente. On ne parle pas d'un petit assemblage qu'on veut coller, que c'est juste pour le maintenir en fonction. D'accord ? Une façade de porte, une façade de placard qu'on a collée n'a pas de grande résistance mécanique. D'accord ? Faut bien le comprendre. Par contre, un limon d'escalier va avoir de la résistance mécanique. Vous comprenez ? Donc, faible nana, et je reviens sur les colles vinyliques. Elles sont. Les colles vinyliques prêtes à l'emploi, la fameuse colle blanche, est interdite en charpente. Sinon, il existe les colles vinyliques avec durcisseur, qui, elles, sont prévues pour aller à l'humidité ou sur les menuiseries extérieures. Elles supportent très bien l'humidité. D'accord ? Où il existe les colles. Alors, la gamme des colles thermoplastiques est finie. Ouais, je sais, je vais assez vite, mais j'essaie de ne pas faire trop long. Il existe les colles polychloroprène. Polychloroprène. Ouais, vous avez vu, c'est pas facile. Typiquement, c'est la colle néoprène qu'on collait, qui a une excellente résistance à l'humidité et qui est faite notamment pour coller les strates. C'est cette catégorie. Et enfin, la dernière colle qui reste dans les colles chimiques, et après c'est fini, ce sont les colles thermofusibles, qu'on utilise beaucoup, notamment pour coller des champs ou autre chose. C'est une colle qui est quasiment instantanée. Après, il y a tout un tas de colles comme les colles époxy ou autre chose, mais on n'en parle pas car elles sont très très peu utilisées dans l'usage du bois courant. Donc je ne vais pas vous en parler. Ça marche ? Allez, ciao.